Radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. La campagne électorale teintée de violence, les armes blanches circulent. La situation fait réfléchir les vendeurs de ces armes. Ils ne commercent plus avec des inconnus. Le Premier ministre et ses ministres n'ont pas le droit d'utiliser les moyens de sécurité de l'État dans la campagne électorale. Le professeur de droit, Pape Mamoursi, est formel là-dessus. Matam, des lenteurs ont été notées dans le retrait des cartes biométriques. Plus de la moitié sont encore dans les commissions. Le gouverneur de région invite les citoyens à retirer leurs cartes. Danger sur le pont Noiro de Kaolack, l'ouvrage très vétuste peut s'effondrer à tout moment. Le président du regroupement régional des transporteurs du Saloum dit avoir saisi qui de droit, mais aucune réaction jusque-là. Et puis les 400 pêcheurs de Guet-Ndar qui ont reçu l'appui de l'État il y a près d'un mois ne sont pas encore sortis de l'ornière. Les 2 millions perçus ne peuvent pas aider à reconstituer leurs pirogues et matériel perdu en Mauritanie. Les titres de l'actualité internationale. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Oui. Des Sénégalais, des Gambiens et d'autres ressortissants d'Afrique de l'Ouest ont échappé à la mort dans le désert nigérien. Ces migrants, dont une fille de 7 ans, ont été abandonnés par le passeur avant d'être secourus par des éléments de l'Organisation internationale pour les migrations. Au Gabon, la classe politique réagit après un nouveau report des élections. L'opposition accuse le gouvernement d'instrumentaliser la Cour constitutionnelle. La majorité parle d'une décision sage. Les titres sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. Le drame du stade Demba Diop, le sujet s'invite au symposium de la CAF qui prend fin ce mardi au Maroc. Ahmad, le président, veut définitivement bouter la violence dans les stades en Afrique. Vous entendrez la correspondance de notre reporter présent sur les lieux. Et puis, une cérémonie officielle de remise des clés du village de la francophonie. Elle s'est déroulée il y a de cela quelques minutes. C'était sous la présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Koblan. Vous entendrez très certainement donc Ndate Diop, notre envoyé spécial, dans ce journal. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye, carte d'électeur aujourd'hui. Nous allons prendre la direction de Tambacounda. Point de vue sur la violence dans la campagne électorale. Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a un véritable danger avec l'usage des armes blanches dans la campagne électorale. Une série de violences a été notée ces tout derniers jours et même jusqu'à hier. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés des vendeurs d'armes blanches. Ils sont conscients de la situation, raison pour laquelle ils refusent d'en vendre à des inconnus. Pour certains commerçants, c'est l'État qui doit agir. Reportage Salimata. La violence notée dans la campagne électorale pour les législatives est passée par là. Plus question de vendre des sabres à un inconnu. Khadim est gérant d'une quincaillerie. Je connais bien mes clients, ils ont l'habitude de venir ici. Maintenant, si quelqu'un d'autre se présente, je fais attention, je ne lui vends pas. Même si les tenanciers de quincaillerie refusent de céder, il y a d'autres moyens de s'en procurer, d'où le danger. C'est difficile de le contrôler, il y a des fabriques artisanales. On interdit de circuler avec un couteau. Maintenant, les gens ont des sabres, mon pays va mal. La quarantaine, ce vieux a étalé couteaux, fourchettes, bref, beaucoup d'objets tranchants, à même le sol. Il connaît bien ses acheteurs. Mes clients, je les connais, ils n'ont pas le temps de faire des actes ignobles. Je sais ce que je dis et je reconnais bien mes clients. Se promener avec une arme blanche, chose banale de nos jours. Mais avec la campagne électorale, la violence sévit. Les autorités sont interpellées pour un contrôle régulier. La peur a fini par s'installer dans certains quartiers de Dakar. Salimata Aou, le débat se pose. Des ministres du gouvernement, tout comme le Premier ministre, utilisent les moyens de sécurité de l'État dans la campagne électorale pour les législatives. Est-ce normal? Non.
répond le professeur de droit Pape Mamoursi. Voyons tout cela avec El Hadj Ndiogoudienne. En période électorale, il est important de faire la distinction entre les représentants de l'État et les candidats, précise Pape Mamoursi. Le professeur de droit juge illégal l'utilisation des moyens de l'État pour battre campagne. On ne peut pas comprendre que les ministres puissent mener une campagne au profit de leur parti et en même temps qu'ils puissent bénéficier donc des moyens de l'État. Il y a là une entorse un peu choquante du principe selon lequel il faut éviter effectivement la confusion des genres, parce qu'une activité partisane est une activité de droit privé. Et donc, ce n'est pas en tant que Premier ministre, ni en tant que ministre, effectivement, qui sont sur le terrain pour battre campagne. C'est une illégalité, mais également d'un point de vue moral, c'est un acte qu'on peut et qu'on doit condamner. N'empêche, souligne le juriste, ces ministres doivent pouvoir assurer le travail dans leur département, même si leur sécurité leur incombe également durant cette période. Ce n'est pas à l'État d'assurer leur sécurité, c'est à leur parti, association de droit privé, d'assurer effectivement leur sécurité, tant qu'effectivement ils s'adonnent à des campagnes au profit, bien entendu, de leur parti politique. Toutes ces dispositions sont prévues par la loi afin de garantir l'égalité dans le traitement des différents candidats, selon le professeur Pape Mamoursi. Il appelle au respect strict des règles du jeu dans l'intérêt de la démocratie sénégalaise. Restons toujours dans la même veine. À Matam, on a enregistré plus de 250 000 inscrits, mais il n'y a que 103 000 qui ont été retirés, 103 000 cartes, qui ont été retirées, d'où l'appel du gouverneur de région qui demande aux citoyens d'aller prendre leurs cartes. Correspondance Ali Bandelnian. À la fin des opérations de révision du fichier électoral et de l'établissement de la carte d'identité biométrique, 252 370 nouvelles inscriptions ont été enregistrées dans la région de Matam. Seulement, jusqu'à cette date, seules 103 935 cartes ont été distribuées. Pourtant, en plus des 21 commissions, 31 autres mobiles ont été déployés par l'administration locale. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Matam, appelle les acteurs du jeu politique à la mobilisation. Oui, je dois avouer que ce sont des cas qui existent puisque les cartes arrivent au fur et à mesure. Mais donc l'échange que nous avons eu avec la direction générale des élections et avec la direction de l'automatisation du fichier nous indique que presque une 50aine de mille de cartes sont en cours d'être convoyées pour également renforcer déjà le nombre de cartes que nous avons reçues. Donc l'un dans l'autre, nous demandons aux gens de se rendre au niveau des commissions pour pouvoir retirer leurs cartes. Je précise que il y a des commissions fixes. Il demeure également important de lancer un appel à tous les acteurs du processus pour que, main dans la main, nous puissions sensibiliser les citoyens inscrits afin que ces citoyens se rendent au niveau des commissions, retirer leurs cartes. Des milliers de cartes en souffrance certes, mais les Matamois dénoncent les lenteurs dans leur acheminement. Des concitoyens inscrits depuis plusieurs mois qui peinent toujours à voir la couleur de la carte biométrique. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. 12h08 à Matam et Hambourg. Drame du stade Demba Diop hier. Nous vous disions que 2 blessés étaient dans le coma. Ce n'est plus le cas puisqu'un des 2 blessés est sorti de sa situation comateuse. Le pont Noiro de Kaolack peut s'écrouler à tout moment. Les lames de fer qui relient les différentes parties de l'ouvrage se détachent une à une. Préoccupé par la situation, le président du regroupement régional des transporteurs a averti les responsables chargés de la réfection du pont, mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Correspondance Ibrahim Adjamé. Le pont Noiro de Kaolack ou pont Serigne Bassirou Mbacké, point de passage incontournable pour se rendre vers le sud du pays où en Gambie présente aujourd'hui des signes d'insécurité apparents. Les lames de fer reliant les différentes portions de l'infrastructure routière se détachent progressivement au point que quand les véhicules passent, les passagers retiennent leur souffle. Et ce sont des milliers de véhicules de toutes sortes qui traversent ce pont chaque jour que Dieu fait. Mais le président du regroupement régional des transporteurs de Kaolack, Pape Babacar Ndour, a refusé d'attendre que l'irréparable se produise pour qu'il réagisse. Parce que j'ai déjà déclaré ça à la Giroute. Dès qu'on a constaté qu'il y a des véhicules qui ne peuvent plus passer par cette droite, on a avisé la Giroute.
Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Malheureusement, au Sénégal, d'habitude, il faut laisser le drame se produire pour que les autorités soient sensibles avant de réagir. Il n'y a pas encore de drame au Pont Noiro, mais les signes avant-coureurs sont déjà là et ils se sont déjà manifestés. C'est un danger, surtout avec l'hivernage, avec les pluies. Il y a de cela une semaine, il y a eu accident entre charrette et taxi. Et toujours on a déclaré à la Giroute parce que même les pneus des véhicules, les quartières, tout, ça fait des ravages avec les pneus des véhicules. Donc aujourd'hui, on demande à ce que vraiment la Giroute réagisse pour refaire cette... Le pont Noiro ou pont Serigne Bassirou Mbacké, le passage privilégié d'entrée ou de sortie de Kaolack pour aller vers le sud du pays, a été construit vers les années 90. Il est long approximativement 250 mètres. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Dans la banlieue dakaroise, le maire de Médina Gounass évoque le problème des inondations, même si la situation n'est pas aujourd'hui catastrophique. Gounass n'a pas de poche de résistance, c'est ce qu'a déclaré le maire Beidiba au micro de Salif Sow. Les inondations, on dort bien, parce que aussi, c'est vrai, il y a eu deux pluies, alhamdoulilah, on n'a pas peur quand même, mais on veut quand même que l'État veille encore, parce que ça reste encore des poches. Les poches qui restent, on a aussi un projet, Vivre avec l'eau, qui a un programme pour des axes secondaires. Donc, on sait, en tout cas, on a l'espoir. Actuellement, le seul problème de Médina Gounass, c'est Bagdad. Parce que Bagdad, arrêt Djakedi, là-bas quand même, c'est là-bas que le problème, même s'il pleut, les interventions que nous faisons, c'est à partir de là-bas. Même les chapeaux-pompiers, actuellement, c'est au niveau de Mars samedi et Bagdad qu'ils interviennent. Mais les postes qui restent dans la commune, vraiment, nous les maîtrisons pas. Actuellement, ce qu'il nous faut, c'est des solutions définitives. Vraiment, on ne veut plus de motopompes. On ne veut plus vraiment qu'on parle des motopompes. Ce qu'on veut, c'est des solutions définitives. C'est seuls les canaux secondaires qui peuvent régler le problème de Médina Gounass. Donc, on a l'espoir parce qu'actuellement, le président en personne, c'est le président en personne qui veille sur Médina Gounass. Vous avez rectifié de vous-même. Médina Gounass a encore des poches de résistance. C'est par rapport aux inondations. Le maire de la commune de cette partie de Guédiawaye a évoqué donc le problème hier. 12h12, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Le chef d'état-major général des armées est en Mauritanie pour une visite de travail. Ce déplacement du général Cheikh Gueye à Nouakchott intervient dans un contexte où l'on parle de création de forces communes du G5 Sahel. En outre, la marine sénégalaise et la garde-côte mauritanienne envisagent de mener des opérations de surveillance maritime commune. Nouakchott, Mohamed Diop. Ces pays du G5 s'apprêtent à créer une force commune pour lutter notamment contre le terrorisme. Et le Sénégal tend à devenir le premier pourvoyeur de troupes au nord du Mali. D'ailleurs, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, se disait étonné de l'absence du Sénégal dans le G5 Sahel. Notons par ailleurs que cette visite du chef de l'armée sénégalaise intervient pendant que la presse parle de présence de 200 ex-soldats gambiens en Mauritanie, dont l'objectif serait de déstabiliser la Gambie. La Mauritanie s'était opposée à l'intervention militaire de la CEDEAO en Gambie. L'entrée des troupes de la CEDEAO dans ce pays avait provoqué une brouille entre Dakar et Nouakchott. Par la suite, les pêcheurs sénégalais ont été sommés de quitter les eaux mauritaniennes. Depuis lors, les deux États qui partagent d'importantes découvertes de gaz temporisent. Leurs deux armées ont effectué ensemble des patrouilles militaires terrestres. Encore la marine sénégalaise et la garde-côte mauritanienne envisagent de mener des surveillances maritimes communes. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Il y a quelques semaines, presque un mois, lorsque l'État remettait un appui financier de 2 millions de francs CFA à 400 pêcheurs guet-ndariens revenus bredouilles de la Mauritanie. Depuis qu'ils ont reçu cet argent, ils ne font que payer des dettes et assurer leurs dépenses quotidiennes. Ces pêcheurs ne parviennent pas à reconstituer leurs pirogues et autres matériels perdus. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Nous sommes sous un abri au boulevard fluvial de Guet-Ndar où devise tranquille
tranquillement Ibefal, Vieux Mordier et Maroussen, tous pêcheurs. Le premier, qui vient de la Mauritanie, a bien bénéficié des 2 millions et d'un moteur de la part du gouvernement. Il précise que l'aide du président est précieuse pour faire face aux dépenses, mais ne permet pas d'acquérir une embarcation. Il faut 7 millions pour que Pour que tu puisses avoir une bonne pirogue, il faut au moins 7 millions. Et même les petites pirogues fêlées coûtent au moins 5 millions. Et l'argent nous a trouvés dans des difficultés et très peu s'en sont servis pour des pirogues parce que ce n'était pas possible. Et le pêcheur Mahoussen de plaider pour une rallonge car les difficultés sont toujours là. Et oui, avant de travailler, il faut d'abord manger. Et l'argent a trouvé les pêcheurs dans des difficultés. Ils ne pouvaient même pas penser à des pirogues. 2 millions, si une famille le partage, il ne reste plus rien du tout. Mais l'important, c'est de l'avoir reçu et nous souhaitons surtout à une extension du programme pour ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Et nous attendons toujours. Beaucoup de pêcheurs revenus de la Mauritanie disent avoir laissé de grands moteurs hors bord alors que de petits leur sont offerts et certains veulent le vendre pour trouver du matériel à leur taille pour travailler. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Sornana Tambaye. Merci Antoine. Immigration clandestine, une vingtaine de personnes ont été secourues dans le désert nigérien. Ces migrants ont été abandonnés par le passeur. Ils sont 23, dont une petite fille de 7 ans, tous issus de l'Afrique de l'Ouest et on compte même des Sénégalais. Sans l'intervention des secouristes de l'OIM, ces personnes seraient mortes à 7 heures. Soda-Cham. Ces migrants sont au nombre de 23, dont une fillette et 2 femmes. Ces rescapés, dont des Gambiens et des Sénégalais, ont raconté avoir été abandonnés par leur chauffeur dont ils ont espéré pendant 6 jours le retour avant de marcher pendant 2 autres jours dans le désert. Ils ont finalement été repérés dans les environs d'un puits par les autorités locales qui ont signalé leur présence à l'OIM. Depuis le début de l'année, découvertes macabres et opérations de sauvetage de migrants sont devenues monnaie courante dans le désert. Entre mai et juin, 52 migrants dont des bébés ont été trouvés morts en plein désert. Une cinquantaine d'autres migrants portés disparus fin juin après avoir été abandonnés en plein désert. Début juillet, 67 migrants ont été secourus par une patrouille de l'armée nigérienne. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leur crime possible de 30 ans de prison, mais sans grand succès jusqu'à présent. L'Union européenne a versé la semaine passée au Niger une aide de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, pour l'aider à juger les flux de migrants clandestins. Gabon, multiples réactions après un nouveau report des législatives. Saisie par le gouvernement, la Cour constitutionnelle a reporté le scrutin à avril 2018. Selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, devenu un allié de Jean Ping, cette décision n'est qu'un calcul machiavélique du pouvoir. Il ajoute que la Cour constitutionnelle est instrumentalisée pour servir les desseins du président et du gouvernement. Des députés dont le mandat a pris fin en décembre 2016 vont rester à leur poste 15 mois encore. Du côté de la majorité présidentielle, on se félicite du nouveau report. Le gouvernement avait donné comme motif un manque de budget pour organiser les élections. En République démocratique du Congo, des organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent du déroulement du procès de Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga sera jugé en appel à Lumumbashi. C'est pour une affaire de spoliation immobilière. La présence du président Kabila dans la ville laisse penser à un procès politique et inéquitable selon des ONG. Maïmouna Mbakesei. Le procès de Moïse Katumbi ne va pas être équitable selon des militants des droits de l'homme. L'audience en appel opposant Moïse Katumbi au grec Alessandro Stoupi s'ouvre aujourd'hui. Olivier Kamitatou, porte-parole de l'ex-gouverneur de Katanga, suspecte la présence du président Joseph Kabila à Lumumbashi depuis mardi. En effet, il s'y était rendu il y a 1 an à la veille de la condamnation en première instance de Katumbi. Le porte-parole rappelle que la juge Chantal Ramazani Wazouri, qui avait
avait prononcé la condamnation avait avoué quelques mois plus tard qu'elle avait été menacée. Tout porte à croire, selon le porte-parole, que la présence de Joseph Kabila relève d'une volonté de condamner son opposant numéro 1. Quant à Maître Grégoire Moulamba, responsable du Centre des droits de l'homme de Lumumbashi, ce procès est politique. On cherche absolument à condamner Moïse Katumbi parce qu'il s'est déclaré candidat à la présidentielle. Tout ça pour chercher à détruire son CV. Le ministre de la Justice, Alexis Tamboué Mouamba, était même sur place pour préparer tout ça. À part ce défenseur des droits de l'homme, plusieurs autres sources accusent le ministre congolais de la Justice et droits humains d'avoir fait pression sur les juges pour accélérer la tenue de ce procès en appel. Pour rappel, l'ex-gouverneur du Katanga avait été condamné en juin 2016 à 36 mois de prison ferme. Au Maroc, la justice a condamné des personnes impliquées dans l'affaire de Dem Izik. 25 Sahraouis accusés d'avoir tué 11 membres des forces de l'ordre. Leur peine varie de 2 ans de prison à la perpétuité. Ce procès en appel avait été ouvert en décembre. Les prévenus avaient été condamnés en première instance en 2013. En 2010, des manifestations survenues dans le camp de Dem Izik près de l'Aïoun avaient fait 13 morts, dont 11 policiers. Cette affaire est jugée sensible avec le Sahara occidental. Certaines organisations parlent même d'une affaire politique contre le front du Polisario. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la violence dans la campagne électorale. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous Antoine. Les drames survenus au stade d'Emba Diop samedi évoqués au symposium de la CAF qui se déroule au Maroc. Il faut trouver une solution et mettre fin à la violence dans les stades en Afrique, selon le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. La CAF qui délibère aussi ce mardi sur les travaux du symposium consacré naturellement au football africain. D'importantes décisions sont attendues, notamment celles liées à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019, dont le Cameroun et le pays hôte. Cependant, quelques incertitudes planent sur la tenue de l'événement au pays de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou. Nous écoutons la correspondance de Khadim Baye. Il y a d'abord ce message de Mohamed VI à l'ouverture du symposium hier à Schirat, une ville située à une trentaine de kilomètres de Rabat. Le souverain marocain souligne la nécessité pour l'Afrique de s'ouvrir à sa jeunesse. Un message adressé aux organisateurs de cette grande messe du football africain, notamment à la CAF, mais aussi à d'autres personnalités venues des 4 coins du monde, dont le président de la FIFA, Giovanni Infantino, entre autres. À retenir également un autre message, cette fois-ci lancé par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui, je le cite, « Il est inacceptable que des gens meurent dans des stades de football. » Le malgache fait-il référence au drame survenu récemment au stade d'Emba Diop? Tout porte à le croire, car l'homme fort du football africain demande beaucoup plus de sérieux dans la gestion des tournois en Afrique. Reste cependant une autre équation. Où va se tenir la CAN 2019? Le patron de l'instance africaine semble déjà avoir la réponse. Il a affirmé hier que de grandes décisions seront prises avec une probable délocalisation de la compétition au Maroc. Tout va se savoir aujourd'hui. La CAF tient à Rabat la réunion de son comité exécutif. Une assemblée générale extraordinaire est également prévue dans la journée. Khadim Baye, Rabat, Radio Futur Média. CHAN 2018, là on parle des éliminatoires. La Fédération sénégalaise de football désigne le stade devant abriter Sénégal-Sierra Leone de ce samedi. Des sources proches de la Fédération sénégalaise nous signalent que c'est seulement à l'issue d'une réunion prévue cet après-midi que le stade sera désigné. Selon toute vraisemblance, le match va se dérouler au stade Alassane Djigo de Pékin. Le quotidien Stade, dans sa livraison d'hier, annonçait la couleur, citant le président de la Fédération sénégalaise de football sans être affirmatif sur la question Sénégal-Sierra Leone. Donc samedi prochain, lors de la manche aller, le Sénégal avait décroché le point du nul, un but partout, et va recevoir à Dakar samedi prochain le Lone Star. Abidjan au rythme des Jeux de la francophonie. Et nous nous y rendons directement pour joindre donc notre correspondant, plutôt notre envoyé spécial, Ndate Diop, qui est en ligne. Ndate, bonjour. Bonjour, Chakian. Voilà, Ndate, vous avez assisté à l'instant à la cérémonie de remise de clés du village de la francophonie. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur cet événement, mais au-delà de la délégation sénégalaise qui est présente à Abidjan depuis hier?
Oui, cher, effectivement, vous l'avez dit, c'était aujourd'hui l'ouverture du village des Jeux de la francophonie, donc une cérémonie qui a été présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, en présence des ministres des Sports, François Amicha, du ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Bandamana. Il faut dire que Côte d'Ivoire, Abidjan est déjà au rythme et aux couleurs de cette 8e édition des Jeux de la francophonie. Comme vous l'avez dit aussi, le Sénégal, la délégation sénégalaise, la délégation sport, est arrivée ce matin à 7h30 et il faut dire que l'ensemble des disciplines concernées ont été représentées dans cette délégation. Là, nous avons devant nous le chef de la délégation, le coach de l'équipe nationale de lutte olympique, Lansana Koli. Monsieur Koli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là depuis 7 heures. Quels sont les objectifs de l'équipe de lutte olympique? Voilà, je vous remercie d'abord et je salue tous les Sénégalais qui nous écoutent. Nos objectifs, comme je l'ai dit tantôt avec les médias avant de voter au Sénégal, c'est de faire mieux que l'édition passée à Nice. C'est-à-dire? Bon, c'est d'avoir plus de médailles qu'à Nice. Ça, c'est l'objectif. À Nice, vous aviez combien de médailles? À Nice, on était premiers parce qu'on avait 6 médailles d'or, je crois, si je me rappelle, et 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Et aujourd'hui, vous comptez faire mieux cette année? On compte et on veut faire mieux. Ça, c'est l'objectif de tout sportif. Et nous avons toutes les armes pour ça. Vous êtes venu avec une délégation, une équipe de combien d'athlètes? Bon, moi, je suis venu en lutte olympique. Je suis venu avec 10. 5 en olympique, 5 en libre garçon et 5 en filles. Bon, pour la lutte traditionnelle, nous sommes venus avec 5 en lutte traditionnelle et 5 aussi hommes en lutte traditionnelle, 5 filles, 5 garçons. Voilà, cher Kylian, l'équipe de lutte olympique est dirigée par Ambroise Sarr, que vous connaissez très bien. Mais il faut aussi retenir que l'ensemble des délégations des 54 nations qui regroupent la francophonie sont déjà présentes ici à Côte d'Ivoire. Rappelez aussi que la délégation culture est arrivée, elle, depuis hier, ici à Abidjan. Abidjan pour la Radio Futur Média. Pour un effectif complet de 150 personnes qui composent donc la délégation sénégalaise à ces Jeux de la francophonie qui se déroulent à Abidjan. Merci Anda Diop qui était en direct d'Abidjan pour faire vivre donc Antoine. Quelques moments donc de cet événement attendu à Abidjan. C'est bien cela. Merci cher Tidjane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Les fraudes du bac 2017. Cela restera dans les annales. Surmédiatisées, elles ont mis sur la sellette nombre d'élèves, d'enseignants et même de hauts fonctionnaires de l'éducation. Finalement, on a découvert qu'il s'agit d'un marché complexe animé pour l'essentiel, hélas, par des enseignants. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent, si l'on s'en fie aux chiffres annoncés, par copie et par matière. Il y en a d'autres qui choisissent seulement de se faire plaisir en cédant les épreuves à des candidates. Des animateurs de fraude ont été identifiés et malheureusement, ils ont sali le nom des établissements où ils officient normalement. Même si l'innocence de ces écoles est quasi certaine, la presse, par souci de précision, les a cités pour identifier des acteurs de la fraude. Plus les jours passent, plus les langues se délient. Certains assument qu'il y a fraude quasiment chaque année, ce qui expliquerait le caractère éclaté de l'organisation à travers le territoire national. Une fraude de cette envergure, sans être un système, en se performant d'année en année, devient un filon pour ses auteurs et une aubaine, une astuce pour les candidats. On ne peut pas ne pas penser qu'il y a juste en ce moment des élections qui se préparent chez nous. Une compétition autrement plus disputée, avec plus de moyens financiers et de moyens dissuasifs.
Tout le monde veut gagner, on le sait. C'est évident, mais les fraudeurs du bac, nous l'espérons, n'inspireront pas nos candidats députés. Il est vrai que nous avons souvenance d'images de télévision, c'était TV5 pour être précis, qui nous montrait des militaires fuyant avec des urnes remplies de bulletins de vote. Ce n'était pas chez nous. Mais qui avait donc gagné cette élection à l'époque? C'était la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Cette information de notre correspondant à Louga, Ousseynou Diagne, le chef de la brigade des eaux et forêts de Dara Djolof, a tiré et blessé un fraudeur en fuite cette nuit. Il faisait partie d'une bande de 4 qui convoyait notamment un chargement de charbon vers Touba. Sérieusement atteint dans le dos, il est actuellement aux urgences à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La gendarmerie de Dara a ouvert une enquête. Carte d'électeur, les citoyens jugent leurs députés sur la RFM. Carte d'électeur, c'est tous les jours dans les éditions de 12h-13h durant la campagne pour les législatives. Carte d'électeur, Moussa Oumar Gueye a donné la parole aux paysans de Tambacounda. Avec les pastèques aubergines. Les cultivateurs maraîchers de Madjali dans la commune de Missira, département de Tambacounda, n'ont pas encore entendu depuis le démarrage de la campagne électorale les candidats investis revenir sur des solutions spécifiques par rapport à leurs préoccupations. Selon Bintou Madi Diaby, responsable du GIE qui s'occupe de 4 périmètres composés pour l'essentiel de la culture de légumes, de l'arboriculture fruitière, mangue, mandarine, orange, anacardier, il a dénoncé jusqu'à la dernière énergie la problématique de l'eau, mais surtout des tracasseries liées au paiement des taxes de Tambacounda à Dakar. Bintou Madi Diaby. Moi, je veux cultiver ici de riz, mais j'ai le matériel. Ici, je l'ai installé à goutte, qui est en difficulté. Quand j'amène Dakar, je paie des PV. 3 000 francs. Non, la forêt ne demande pas, les gendarmes ne demandent pas, la police ne demande pas. Mais c'est les douanes seulement qui nous fatiguent. Combien de postes? 12 postes. Chaque poste 2000. Chaque poste 2000. Je suis le piment qui amène ça à Dakar 4 fois par mois. Quand je demande la reçue, il dit que non. Il n'y a pas de reçue, c'est le cachet seulement. Ah, ça nous fatigue dans la route. Le médaille. Le chauffeur plein qui n'est pas de permis, ce n'est pas un chauffeur. On veut encore centre de formation pour la poulailler avec du maraîchage. Les cultivateurs sollicitent auprès des futurs parlementaires une orientation stratégique pour booster le secteur du maraîchage qui génère certes des revenus mais qui se trouve confronté à d'énormes difficultés. Moussa Oumar Gueye, Madjali, Missira, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour parcourue par Georges Dekediop. Il y a de quoi s'inquiéter pour la présente campagne électorale. La violence, encore et toujours. Rufisque a pris sa dose de violents affrontements entre Tahaou et Beno Bokyakar y ont été notés hier, relève la Tribune. Selon Vox Populi, après Grand Yoff et Médina, Rufisque sombre dans la violence. Les mêmes images des affrontements à la une de 4 journaux. Les Échos affirment que ce sont les gros bras du ministre Oumar Gueye qui ont attaqué Manko. Ils ont eximé des coupes-coupes et Cherfaï, le garde du corps du ministre, a brandi un pistolet au vu et au sud tous. Vox Populi, de son côté, renseigne qu'à la tête de son cortège, le ministre Oumar Gueye a donné l'assaut sur la caravane de Manko Tahaou Sénégal. Le journal fait savoir que des coups de feu ont été tirés, des armes blanches brandies, en plus des jets de pierre. La Tribune fait état de couteaux, sabres, pistolets en campagne et rapporte que Manko a dénoncé une attaque du ministre Oumar Gueye. Parce que, si l'on se fie à Vox Populi, les partisans du ministre Oumar Gueye ont attaqué la caravane de Manko Tahaou Sénégal mettant la vieille ville sens dessus-dessous. Mais que les partisans de Oumar Gueye se le tiennent pour dit, Déthié Fall de Réumi avertit dans les Échos. Désormais, dit-il, nous prendrons toutes les dispositions imaginables et inimaginable. Voilà qui est clair. Une chose pour le moins claire aux yeux de Enquête, au regard des violences électorales au Sénégal, mon confrère parle d'une saison de machettes et se demande dans un commentaire s'il reste encore des machettes sur le marché. De quoi faire craindre le pire, d'autant que la plupart des convois des politiques regorgent de mercenaires à la gâchette facile, au cerveau pois chiche, prompt à la castagne et toujours prêt à chercher querelle. Alors, le constat du journal Le Témoin
Face à cette indiscipline et cette violence tous azimuts, la politique parraine l'impunité. Le drame de Demba Diop, selon mon confrère, n'est qu'une suite logique des douloureux événements de Sangalkam, marché Okas, Kédougou, campus universitaire, où de jeunes vandales ont eu à brader l'autorité de la police, de la douane et de la gendarmerie en saccageant des biens publics sans être punis pour des raisons politiques. Et pendant ce temps, s'offusque le témoin, des policiers, gendarmes et douaniers croupissent en prison pour avoir commis le crime d'avoir voulu seulement maintenir ou rétablir l'ordre public. La campagne électorale, on y est toujours. À la une de l'AS, la tournée du Premier ministre en Casamance. John vante les réalisations de Macky Sall. À Oussouye, il a déclaré, selon Le Soleil, que le gouvernement travaille à la réouverture des hôtels fermés. Dans le journal Le Quotidien, Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, porte-parole aussi du gouvernement. Interview à la page 7 du journal. Bilan à mi-parcours de la campagne électorale, Khalifa Sall, Idrissa Seck. Le Quotidien indique que Seydou Gueye relève un deal entre les deux. Pour Seydou Gueye, il dit soutien Khalifa pour bénéficier de son soutien en 2019. La campagne du candidat Wade, on la retrouve à la première page de Vox Populi. En déplacement à Dagana, son cortège tue un enfant. Wade annule sa tournée dans le Nord. Le journal apprend aussi qu'à Faune, depuis plusieurs jours, Wade va rompre le silence aujourd'hui. En attendant, Manko Tahaou Sénégal alerte. Plus de 250 000 Sénégalais seront privés de leur droit de vote selon la coalition. Sa tête de liste, le maire de Dakar, a encore saisi le doyen des juges. Libération informe que Khalifa Sall réclame au doyen des juges d'être libéré le temps de la campagne ou d'être autorisé de sortir le jour du scrutin pour exercer son droit de vote. Ces conseils ont introduit une demande de mise en liberté provisoire le 17 juillet. Seulement, mon confrère souligne que le parquet va s'y opposer. À la une de l'Observateur, les fonds secrets de campagne, autrement dit les budgets de liste pour les législatives. Le listing de l'Observateur, Benno Bokk-Yakaar, une force de frappe de 3 milliards, Maître Wade qui étale son matelas financier, Mamadou Sy Tounkara et ses 3 millions de francs CFA, alors que chez Sonko, l'on fait sans budget. Autre sujet traité par l'Observateur, les fuites au baccalauréat. Selon le journal, le doyen des juges fait couler 8 personnes au bac. Le proviseur de Kaon, une bachelière de 2016, 3 professeurs, 3 agents de l'office du bac admis d'office en prison, placés sous mandat de dépôt. Les 11 restants passent aujourd'hui. À présent, les suites du drame du stade Demba Diop. Selon Vox Populi, le stade de Mbour fait état de 302 blessés au lieu des 102 avancés par les autorités. Pour stade, 8 morts, 303 blessés, dont 2 dans le coma. Le stade de Mbour réclame justice. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la violence dans la campagne électorale. Pour analyser tout cela, nous avons 2 sociologues en ligne. Djibi Diakhaté, bonjour. Bonjour Antoine. Il y a également Abdou Souley Kidjera, bonjour. Bonjour Antoine. Djibi Diakhaté, comment comprendre cette violence dans la campagne électorale? Nous sommes dans une société où la violence est en train d'atteindre des proportions de plus en plus élevées. De façon générale, violence verbale, violence symbolique, violence physique. Disons que c'est ces formes de violence qui se développent dans la société qu'on a tendance à reproduire au niveau de l'espace politique. Au niveau de l'espace politique, vous avez des formations politiques qui sont en manque de doctrine, de philosophie, d'idéologie, partagées avec les militants à travers des écoles que l'on appelait naguère les écoles du parti ou les universités du parti. Oui. En conséquence, ce qui est en train de se passer, c'est que les sociétés politiques sont mises en place pour lutter contre la violence, en remplaçant la violence physique avec les arguments idéologiques et doctrinaux. Il se trouve précisément que lorsque ces arguments ne sont pas là, la violence physique prend le relais. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Les sociétés animales font toutes leurs confrontations par la violence physique. Mais les sociétés humaines font leur confrontation par le verbe, par les arguments, par les idées. Il se trouve précisément que lorsque ces arguments sont absents, on a tendance à faire recours à la force physique en utilisant la catégorie la plus vulnérable de la société, c'est-à-dire ces jeunes-là qui sont dans le chômage, qui sont dans une situation de désorientation des fois par rapport à leur avenir professionnel et par rapport à leur avenir en termes d'insertion socio-professionnelle. Alors ces jeunes-là trouvent dans les moments de campagne électorale des espaces d'accès à des ressources. La chose qui me semble aussi importante, c'est la multiplication, le foisonnement des formations politiques. Et des fois, vous voyez très bien qu'une formation politique naît au détriment d'une autre formation, parce qu'elle naît des flancs
d'une formation et se positionne à partir de ce moment-là comme une formation rivale et non pas comme une formation complémentaire. Très bien. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Djibi Diakhaté. Alors, Abdoulaye Kidira, quel regard sociologique portez-vous sur ce qui est en train de se passer et qui est inquiétant parce qu'il y a un manque de tolérance politique? Tout à fait, Antoine. Je crois que le professeur Djibi Diakhaté a résumé la chose en ces termes, que quand les arguments font défaut, c'est la violence qui prend la place. La nature a vide. Oui. C'est tout à fait vrai. Il faut juste préciser que ces moments où nous sommes, ces mois de campagne électorale, constituent des moments où la violence s'exagère plus que dans les autres moments. Parce que il y a un enjeu derrière cette activité politique, cette période de campagne électorale. Cet enjeu-là, entre des partis rivaux, fait qu'aujourd'hui, les arguments qu'on propose aux électeurs, aux militants et aux différentes personnes qui doivent faire leur choix, si ces arguments-là ne peuvent pas tenir, il y a d'autres qui, pour accéder aux ressources, comme l'a dit le professeur, peuvent utiliser d'autres moyens comme la violence. Parce que la violence est un juste moyen pour accéder à ce qu'on Achille Bambé avait appelé le gâteau national. Le gâteau national, c'est le pouvoir. Et le fait d'aller à l'Assemblée, le fait d'aller au palais, le fait d'accéder aux mairies constituent des ressources aujourd'hui qui sont convoitées par les hommes politiques, par les militants. Et vouloir y accéder coûte que coûte, les arguments font défaut, c'est la violence qui va prendre place. Maintenant, il faut aussi considérer que la violence dans une société, elle est normale. Elle est inhérente à la vie politique. Ce qu'il faut dénoncer, c'est cette aggravation de la situation. Donc, jusqu'à quel point la violence devient intolérable, c'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on constate que la violence devient intolérable parce que la violence s'exerce aujourd'hui et prend la place des vrais arguments. Et alors que la violence devait occuper une place résiduelle dans une société. C'est pourquoi je dis que la violence, elle est normale dans une société, mais elle doit être résiduelle. Très bien, je reviens à vous. Djibi Diakhaté, la situation est là. Est-ce que l'État n'a pas laissé faire, même s'il y a un arrêté qui date de quelques jours interdisant la vente d'armes blanches? Oui, en fait, c'est bien déjà de penser à organiser les choses, mais je crois qu'en amont et bien avant, il fallait mettre en place une plateforme de rencontre, de discussion, une plateforme qui définit les règles du jeu et une plateforme qui soit participative et inclusive. Toutes les formations participent à la mise en place des règles du jeu, que les uns et les autres s'entendent sur la façon dont les campagnes électorales sont menées, que l'on soit d'accord sur cette affaire, et à partir de ce moment-là, je crois qu'entre formations politiques matures, parce que c'est là qui sauve un pays. Tout à fait. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de parti politique, s'il n'y a pas de formation politique, c'est un danger pour une société. On a besoin de formation politique, mais que les formations politiques concourent au suffrage en présentant aux Sénégalais un programme de développement qui soit très clair. On va vers des élections législatives, c'est fondamental. Les députés sont les représentants du peuple. Il s'agit de mettre en place des lois, et ces lois, les peuples ont besoin de se retrouver à travers la matrice législative qui détermine le fonctionnement de leur pays. On a besoin de députés pour contrôler l'action gouvernementale. Je crois que c'est des éléments qui sont fondamentaux pour le développement d'un pays, mais ça ne se joue pas avec une violence physique. Lorsque, aujourd'hui, dans l'espace politique, on a tendance à voir beaucoup plus des hommes musclés en termes de muscles physiques que des hommes musclés en termes de muscles d'idées, il y a un problème. Et c'est justement à ce niveau-là, précisément, que le débat ou les échanges sur le plan des idées ont tendance à être biaisés parce que suppléés par des confrontations avec des armes blanches et des fois même avec des armes à feu. Et pour un pays qui veut se considérer comme la vitrine de la démocratie en Afrique, il y a un problème. Ce que je voudrais ajouter juste, c'est que la démocratie, elle n'est pas seulement qu'électorale. La démocratie, c'est une culture. Tout à fait. C'est une inculturation des principes et des réflexes démocratiques qui consistent à respecter l'autre et à lui accorder considération, même si on n'est pas d'accord avec lui. Très bien, merci. Djibi Diakhaté, sociologue, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On termine avec vous, Abdoulaye Kidira. Que faire maintenant pour éviter que le reste de la campagne électorale soit ensanglanté? Je crois que la violence, comme on l'a toujours dit, elle est contagieuse. Et elle est contagieuse, ce qui participe à accentuer la violence dans une société, dans des moments politiques comme ça, c'est l'impunité. Parce que le Sénégal a toujours connu la violence dans le champ politique, surtout dans des moments électoraux comme ça. Et donc, ce que les électeurs ont compris, c'est que pour pouvoir faire respecter ces idées, il faut agir par la violence. Parce que c'est juste cette opportunité qu'on leur offre d'accéder à des ressources par la violence qui fait que c'est contagieux et que les gens utilisent toujours la violence.
mais il faudrait que les pouvoirs publics, la classe politique, globalement, qui s'assoient autour d'une table, réfléchissent pour dire une fois pour toutes que pour accéder au palais, pour accéder à l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin de s'invectiver, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de... Que les états-majors s'adressent à leurs militants pour éviter qu'il y ait des affrontements, qu'ils leur fassent comprendre que ce n'est pas la violence qui fera gagner les élections. Il est important de revenir aux écoles de formation des partis. Il est important que la société civile, les médias, la presse contribuent à ce que les populations comprennent qu'un choix politique peut se faire, accéder aux ressources peut se faire sans pouvoir agir par la violence. Ça, c'est un travail collectif qui implique aussi bien la société civile, la société politique, ainsi que les médias qui sont là à observer, parce que c'est très important. Très bien. Merci Abdou Souley. Qui dira, sociologue, je rappelle que vous êtes auteur d'un mémoire sur la violence électorale. C'est fini pour aujourd'hui. C'était donc Point de vue avec deux sociologues qui analysaient pour nous la violence dans la campagne électorale. Le rappel des titres avant de vous donner quelques infos météo. La campagne électorale teintée de violence, les armes blanches circulent. La situation fait réfléchir les vendeurs de ces armes. Ils ne commercent plus avec des inconnus. Le Premier ministre et ses ministres n'ont pas le droit d'utiliser les moyens de sécurité de l'État dans la campagne. Le professeur de droit Pape Mamoursi est formel là-dessus. Matam, des lenteurs ont été notées dans le retrait des cartes biométriques. Plus de la moitié encore dans les commissions. Le gouverneur des régions invite les citoyens à retirer leurs cartes. Danger sur le pont Noiro de Kaolack. L'ouvrage très vétuste peut s'effondrer à tout moment. Le président du regroupement régional des transporteurs du Saloum dit avoir saisi qui de droit, mais aucune réaction jusque-là. Et puis les 400 pêcheurs de Guet-Ndar qui ont reçu l'appui financier de l'État il y a près d'un mois ne sont pas encore sortis de l'ornière. Les 2 millions perçus ne peuvent pas aider à reconstituer leurs pirogues et matériel perdu en Mauritanie. Quelques infos météo donc avant de vous quitter. Des activités pluvieuses orageuses intéresseront le pays par l'est et vont évoluer progressivement vers le centre et l'ouest du pays, engendrant des pluies d'intensité variable sur les 3/4 du sud du pays, région sud donc, centre et centre-nord en fin de journée. Une légère baisse des températures sera notée sur les régions est du pays, malgré quelques poches de chaleur humide qui vont persister sur le centre et le nord du territoire avec des températures maximales qui vont osciller entre 35 et 39 degrés. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop, réalisation Georges Detche-Diop et Elhaj Ndiogoudien. Pape Oumar Diaw était à la régie à 13h, la grande édition à Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.